Je vais parler au niveau de cette introduction générale du cours de macroéconomie, de quelques notions, donc notions fondamentales, et je vais parler notions fondamentales en relation avec la macroéconomie. Je parlerai aussi des agrégats et des politiques économiques, les هما normalement هذوما les trois paramètres qui vont être au niveau de notre cours de macroéconomie. Donc, les objectifs pédagogiques de cette introduction, c'est déjà de commencer par faire une distinction entre la macroéconomie et la microéconomie pour voir exactement quelle est la différence, parce que vous avez déjà eu un cours de microéconomie au premier semestre. Nous allons voir ici quelle est la différence avec la macroéconomie. Et puis, nous allons voir les agents macroéconomiques. Nous allons définir la notion d'agent, d'agrégat plutôt. Qu'est-ce que ça veut dire un agrégat macroéconomique et qu'est-ce que ça veut dire, comment on le calcule. Entre-temps, nous allons parler aussi des agents économiques parce que pour calculer les agrégats, il faut définir les différents agents économiques pour voir exactement qu'est-ce qu'ils sont de particulier. Le troisième objectif, nous allons voir les problèmes macroéconomiques et nous allons nous concentrer principalement sur deux problèmes, à savoir l'inflation et le chômage. Commençons par la définition de la macroéconomie et de la distinction de cette discipline par rapport à celle qui est la plus voisine, qui s'appelle la microéconomie. Donc, la macroéconomie, en fait, c'est une branche de l'activité économique. C'est une branche de la sphère économique, ou bien c'est un ensemble de la science économique. Si la microéconomie, c'est une discipline qui va s'intéresser à une analyse individuelle, la macroéconomie adopte une méthodologie basée sur la simplification du vécu ou bien la simplification de l'activité économique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, si on observe l'économie tunisienne, on peut trouver plusieurs secteurs d'activité, on peut trouver plusieurs entreprises, plusieurs types de ménages, plusieurs administrations, plusieurs manifestations de la relation entre l'administration, les entreprises et l'administration et les ménages. Donc tout ça, c'est compliqué à visualiser. Et donc, la macroéconomie vient pour faire une simplification. Donc, elle va réduire les éléments les plus complexes, c'est-à-dire elle va réduire la quantité d'informations qui existent sur l'économie d'une manière générale pour analyser la relation entre les agents économiques. Donc, les agents économiques tels que, par exemple, les consommateurs, les producteurs, l'extérieur, ou bien le reste du monde, ou bien l'État. Donc, tout ça, ce sont des agents économiques qui vont faire des activités entre eux, ou bien des relations. Et nous allons simplifier cette relation en faisant appel à une discipline qui s'appelle la macroéconomie. Et donc, cette macroéconomie va analyser l'activité économique dans sa globalité, c'est-à-dire elle ne va pas analyser l'activité économique comme c'est le cas de la microéconomie, mais elle va analyser, elle va étudier le fonctionnement de l'économie dans son ensemble plutôt qu'à l'échelle individuelle. Rappelez-vous qu'au niveau de notre cours de microéconomie, on a parlé de l'équilibre d'un consommateur. On a parlé disons, de la situation de l'équilibre de marché, d'un marché, un bien, une entreprise, une firme. On n'a jamais parlé des producteurs ou bien des consommateurs. Donc, cette agrégation ou bien cette sommation, réellement, va être faite au niveau de la macroéconomie, parce que la macroéconomie va s'intéresser à la globalité de l'activité économique. Donc, c'est
C'est la discipline, toute la discipline économique qui va être traitée. Nous allons parler au niveau de la macroéconomie des consommateurs. Nous allons parler des entreprises. Nous allons parler des marchés. Et nous n'allons pas parler d'un individu à titre individuel seulement. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Oui, c'est clair. Bien sûr, vous pouvez m'arrêter à tout moment et vous pouvez poser des questions à n'importe quel instant. Hein? OK? Bien. Nous allons maintenant voir les outils et les buts de la macroéconomie. Donc, la macroéconomie va utiliser des agrégats. Donc, les agrégats, qu'est-ce que ça veut dire? Les agrégats, ce sont des grandeurs de référence qui vont mesurer l'activité économique. C'est-à-dire, on va parler du revenu national. Donc, qu'est-ce que ça veut dire revenu national? Nous allons parler de l'investissement. Nous allons parler de l'épargne. Nous allons parler de la consommation. Nous allons parler du PIB, qui sont tous des agrégats. Ensuite, je vais définir qu'est-ce que ça veut dire PIB. Hein. Je vais définir qu'est-ce que ça veut dire consommation. Je vais définir aussi qu'est-ce que ça veut dire investissement. Mais ce que vous devez retenir à ce niveau-là, c'est la notion d'agrégat, c'est-à-dire la notion de grandeur de référence. C'est une grandeur qui est synthétique, qui traite tous les revenus de ceux qui ont la nationalité tunisienne, si je parle du revenu national, de tous les investisseurs, de tous les épargnants. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle agrégat. Bien. Donc, la macroéconomie va utiliser des agrégats, mais elle va faire référence à des modèles économiques. Donc, les modèles économiques sont divers. Dans la réalité des choses, on va trouver des centaines de modèles, si ce n'est pas des milliers de modèles. Ce sont des représentations schématiques de l'activité économique qui sont faites pour tester les hypothèses que nous allons mettre. C'est-à-dire, par exemple, je vais dire n'importe quoi, donc si on a des consommateurs qui vont acheter auprès des entreprises, qui vont payer des taxes, qui vont par la suite aller consommer, tout ça, donc il faut trouver un modèle mathématique qui va représenter cette réalité économique. Et là, c'est une modélisation. Donc, la macroéconomie va utiliser des modèles et les modèles vont se baser sur des agrégats. Les modèles, ce sont des représentations schématiques de la réalité et la réalité est représentée par des agrégats macroéconomiques. L'objectif de tout ça, c'est de clarifier le choix ou bien les choix des politiques économiques que va faire l'État pour trouver une réponse ou bien des réponses à des questions telles que comment baisser le chômage, comment réduire l'inflation, comment relancer l'activité économique. Donc tout ça, pour arriver à apporter des réponses, il faut utiliser des modèles qui sont basés sur des agrégats. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire, ou bien c'est ce que fait réellement la macroéconomie d'une manière générale. Donc, faisons maintenant une distinction entre microéconomie et macroéconomie. Donc, déjà, en comparant les deux noms, on constate que la microéconomie, ça commence par micro, c'est-à-dire microscopique ou bien individuel, et la macro, c'est macroscopique ou bien c'est global ou bien c'est grand. Donc, au niveau de la macroéconomie, rappelez-vous qu'on a parlé du comportement individuel, on a parlé de la maximisation de l'utilité, on a parlé de l'équilibre d'un consommateur, on a parlé du profit d'une firme. Euh, Par contre, au niveau de la macroéconomie, nous allons traiter de la relation entre les grands agrégats qui vont fonctionner d'une manière globale. Et nous allons voir comment, par exemple, les consommateurs demandent. Donc, quelle est la fonction keynésienne? Comment Keynes a expliqué le comportement de consommation des ménages? Donc, ça, c'est global et non pas individuel.
La différence, la première différence, c'est au niveau du champ ou bien de l'objet, donc de la discipline. Au niveau de la microéconomie, c'est individuel, alors que au niveau de l'activité ou bien au niveau de la macroéconomie, c'est global. Bien. Donc, deuxième distinction, c'est au niveau de l'interaction. Donc, au niveau de la microéconomie, c'est une interaction spécifique ou bien ce sont des marchés spécifiques, c'est-à-dire on va se concentrer à chaque fois par rapport à un seul marché. Par contre, au niveau de la macroéconomie, nous allons essayer de comprendre les crises. Nous allons parler de la situation de relance de l'activité économique. S'il y a une baisse de l'emploi, comment on peut faire ou bien quelle politique doit-on adopter pour lancer l'activité économique, pour faire plus d'emplois? Quel rôle doit jouer la Banque centrale, par exemple? Donc tout ça, c'est au niveau de la macroéconomique. Donc, les outils, bien sûr, vous avez certainement vu que la microéconomie s'est basée principalement sur des outils mathématiques et des outils statistiques. C'est la même chose que nous allons faire au niveau de la macroéconomie. Nous allons aussi nous baser sur des outils mathématiques, mais plutôt plus simples, premièrement. Mais ces outils mathématiques, ou bien ces mini-outils mathématiques, si j'ose dire, vont être la base pour faire des interprétations et pour avancer, ou bien pour réellement travailler sur des politiques qui vont être la façon pour atteindre les objectifs de l'État. De point de vue origine, la microéconomie, c'est une discipline qui remonte au 19e siècle. Par contre, la macroéconomie, c'est vrai qu'elle a été présentée avant avec les classiques et les néoclassiques, mais actuellement, il y a la théorie réellement de Jean Maynard Keynes, qui est considéré comme étant le père fondateur de l'économie moderne. Et donc, ce père fondateur de l'économie moderne a apporté une nouvelle théorie qui a été présentée après la crise de 1929 pour faire intervenir l'État afin de trouver des solutions pour résoudre les problèmes de chômage, la crise financière de l'année 1929. Donc ça, c'est pour la distinction entre macro et microéconomie. Est-ce que vous avez des questions déjà à ce niveau-là? Hein? Non, c'est clair. Non, monsieur, tout est clair. Pour tout le monde? Oui, monsieur, c'est bien ça. Bien. Oui, monsieur. Maintenant, je vais parler des grandeurs macroéconomiques. Donc, les grandeurs macroéconomiques, à ce niveau-là, je les ai classées en quatre grandeurs. Ou bien quatre agents économiques. Donc, le premier agent économique, je vais les qualifier comme étant les ménages. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, les ménages? Par définition, les ménages, ou bien un ménage, c'est un ensemble d'individus qui vivent ensemble dans la même maison, ou bien dans le même emplacement géographique, et qui vont partager ensemble des repas, qui vont partager ensemble une vie. Et là, on parle de ménage. Et dans ce cadre-là, on peut classer les ménages, par exemple, la famille, elle est considérée comme étant un ménage. Les élèves dans les foyers sont considérés comme étant comme étant un ménage. Les militaires dans les casernes sont considérés comme étant un ménage. Les prisonniers sont considérés comme étant un ménage. Donc ça, c'est la définition d'un ménage. Les ménages ont une fonction principale qui est la consommation. Donc, ils vont consommer une consommation qui va être dite consommation finale. C'est la consommation qui va permettre de satisfaire les besoins des consommateurs. Et ils offrent aussi du travail comme
contre un revenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sont eux qui vont aller vers les entreprises pour proposer leur force de travail afin qu'ils travaillent et gagnent un revenu. Donc, et là, je vais trouver en quelque sorte les ménages, leur fonction principale, c'est la consommation. Les entreprises, maintenant, si je parle des entreprises, donc le deuxième agent, donc les entreprises, par définition, ce sont les entités qui vont, ou bien les entités qui vont produire, qui vont utiliser de la consommation intermédiaire pour faire de la production à but de réaliser des gains ou bien de réaliser des profits. Donc, n'oublions pas que l'objectif principal de l'entreprise, c'est la réalisation des profits. Donc, la fonction principale, c'est la production marchande de biens et de services. Le fait de dire une production marchande, ça veut dire que c'est une production qui va passer par le marché, c'est-à-dire les entreprises vont produire des biens et vont essayer de passer par un marché pour vendre ces biens-là qui vont être consommés soit par les ménages, soit par l'administration publique, ou bien par le reste du monde. Les entreprises vont utiliser la force ouvrière ou bien l'offre de travail qui va émaner des ménages. Donc, on va trouver une première relation, c'est que les ménages vont proposer leur main-d'œuvre ou bien vont proposer leur force de travail pour les entreprises. Ces entreprises vont rendre ou bien vont récompenser cette force de travail par un revenu. Okay? Troisième agent, ce sont l'administration publique. Donc, l'administration publique, qu'est-ce que c'est? C'est l'État, en quelque sorte. C'est l'administration qu'on trouve d'une manière générale. Ce sont les caisses de sécurité sociale, ce sont les policiers, ce sont les municipalités, les hôpitaux. Donc, tout ça, ça représente l'administration publique. Donc, l'administration publique, sa fonction principale, c'est d'offrir un service non marchand. Exemple de service non marchand, c'est le transport public, par exemple, la sécurité, la santé, l'éducation, la culture. Donc tout ça, ce sont des services qui sont proposés par l'administration à prix non marchand, ou bien à une valeur, ou bien l'accès à ces services-là ne dépend pas réellement d'un prix réel, c'est-à-dire le prix est parfois forfaitaire ou bien un prix, disons, qui ne reflète pas le coût réellement du service. Pour cette raison, on parle d'un service non marchand. L'État va collecter des impôts. Donc là, les impôts et les taxes vont servir pour financer les services non marchands. Donc, les impôts, d'où viennent les impôts? Ils viennent soit des entreprises ou bien des ménages. Et donc là, on va trouver une autre relation. Donc, la relation, c'est que les entreprises vont produire, ils vont payer des salaires, ils vont payer des impôts pour l'État. Et les ménages, ils vont aussi payer des impôts pour l'État sous forme de retenue à la source de leurs revenus. Et donc, du coup, on va trouver des impôts qui sont là, qui vont être utilisés pour produire un service non marchand qui va être par la suite consommé soit par les ménages, soit par les entreprises. Donc là, on va trouver une autre relation. Et puis, on va passer maintenant à un quatrième agent qui va être appelé comme étant le reste du monde. Qu'est-ce que ça veut dire, le reste du monde? Donc, le reste du monde, en fait, si nous allons considérer des ménages et des entreprises et d'administration publique, tout ça, si je vais le regrouper ensemble, les trois, je vais parler de notre État ou bien de notre territoire national. C'est-à-dire, si je prends la Tunisie, tout ce qui existe sur la Tunisie, composé par des ménages, des entreprises et d'administration publique. Ce qui est à l'extérieur des frontières est qualifié par le reste du monde. Et dans ce cas, donc pour nous, en tant que Tunisie, qu'est-ce qu'on va trouver au niveau de cet agent-là, reste du monde? On va trouver
d'autres pays comme l'Algérie, comme le Maroc, la France, l'Italie, l'Amérique, la Russie. Donc tout ça seront considérés comme étant un seul agent qui est qualifié pour nous comme étant des non-résidents. Et avec eux, nous allons faire de l'exportation, c'est-à-dire nous allons exporter notre production nationale vers eux et nous allons importer ce qu'ils vont eux, ce qu'ils vont produire eux. Et donc là, c'est l'échange qu'on va trouver entre les deux agents, c'est-à-dire à l'échelle nationale et à l'échelle internationale entre la Tunisie ou bien entre notre pays et le reste du monde. Est-ce que c'est clair pour l'instant? Hmm? Oui, monsieur. Oui, monsieur, c'est clair. Oui, monsieur. Est-ce Oui, que vous monsieur. avez des questions? Hmm? Moi, je vais poser une question. Supposons qu'on a un nom national, مثلاً, quelqu'un qui porte la nationalité française, qui a une entreprise qui travaille en Tunisie. Est-ce que nous allons le considérer comme étant le reste du monde, ou bien nous allons considérer son entreprise comme étant une entreprise et nous allons la classer au niveau des entreprises? Oui, je vous écoute. Normalement, on le considère en tant qu'une entreprise. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il réalise des gains au niveau national en Tunisie. C'est-à-dire? En fait, pour parler d'une entreprise, la fonction, c'est une production marchande, déjà de biens et de Mhm. services, et de Mhm. réaliser des gains. Et là, on Mhm. parle d'une société qui est basée sur le territoire national, donc en Tunisie, et qui réalise des gains en Tunisie. Mhm. Oui, donc ça c'est la bonne réponse. Parce que réellement, le seul critère pour dire qu'une entreprise ou bien quelqu'un qui est classé comme étant une entreprise ou non, c'est le critère de résidence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tant qu'il est résident sur le territoire national, il sera considéré comme étant une entreprise ou bien ménage ou bien administration. S'il n'est pas résident, il sera considéré comme étant le reste du monde. Maintenant, s'il a une autre nationalité et il est résident sur le territoire national, lorsque je vais considérer sa production au niveau du PIB. Je vais parler par la suite de cette notion-là. Mais je peux aussi l'extraire lorsque je vais parler du critère de résidence dans un autre agrégat. Donc, le seul critère de classification à ce niveau-là, c'est le critère de la résidence. Si un agent est résident, donc il sera considéré comme étant soit entreprise, soit ménage, soit administration publique. S'il n'est pas résident, il sera considéré comme étant le reste du monde. OK? Et donc, si vous permettez, excusez-moi, ici, il y a une erreur au niveau de l'écriture. Donc, les grandeurs macroéconomiques, donc ça c'est la deuxième partie, ou bien la troisième partie réellement. Donc, on va parler des agrégats. On a dit les agrégats, ce sont des mesures de la production, donc des mesures de... Je ne sais pas pourquoi il y a ces erreurs-là, je vais les corriger quand même. Donc ça, c'est valeur ajoutée. Et donc ça, c'est consommation intermédiaire. Ça, c'est bien. Donc, euh, donc, on va parler de la valeur ajoutée. En arabe, on appelle ça al-qima al-mudhaf. La valeur ajoutée, c'est qima al-mudhaf. Donc, comment on va calculer cette valeur ajoutée? Nous allons calculer la valeur ajoutée en faisant
la différence entre le chiffre d'affaires ou bien la production et la consommation intermédiaire. Donc, toujours, c'est une erreur au niveau intermédiaire. Donc, le chiffre d'affaires, réellement, qu'est-ce que c'est? C'est la production que nous allons vendre sur un marché. Et donc, on va trouver une valeur et on va utiliser, on va faire l'écart entre cette valeur-là avec la consommation intermédiaire. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire consommation intermédiaire? Déjà, on a parlé des ménages qui consomment. Est-ce qu'il s'agit ici de la consommation des ménages? La réponse est non. Parce que pour les ménages, la consommation, c'est une consommation finale. Par contre, ici, il y a une consommation intermédiaire. Quelle est la différence entre les deux? La consommation finale est une consommation qui va être consommée par les ménages pour satisfaire un besoin. Et après cette consommation, il n'y aura plus de biens. Donc, c'est l'exemple d'une baguette, d'une bouteille d'eau. C'est l'exemple aussi de le fait de consommer, d'acheter de l'essence pour sa voiture. Donc là, c'est toujours de la consommation finale. Par contre, la consommation intermédiaire, c'est une consommation de biens qui vont servir pour produire d'autres biens. J'utilise toujours le même exemple. Si je suis un menuisier, je vais utiliser du bois pour produire des meubles. Le bois constitue une consommation intermédiaire pour une production finale qui s'appelle meuble. Donc réellement, lorsque j'ai utilisé le bois n'a pas disparu. Il a été transformé pour donner lieu à des meubles. Donc là, on parle d'une consommation intermédiaire. Et donc, Est-ce que dans la ce valeur cas, on ajoutée... parle d'un... Je Oui, m'excuse. tfadal. C'est comme si on parle du coût de production, non? De, de la Non, société. non, non. Ah, ok. Le Et coût c'est de, quoi la le coût de, différence? non, le coût de production, ça entre dans une autre logique. C'est une valorisation de la consommation intermédiaire plus d'autres facteurs. OK? Donc, le coût, c'est ce que va coûter l'activité de production. OK? Mais là, nous allons voir qu'on a une production finale qui va utiliser une consommation intermédiaire اللي ما فيهاش le salaire parce que le coût fait le salaire. Vous voyez? Donc la consommation intermédiaire ne tient pas compte du salaire, ne tient pas compte des ouvriers. Elle tient compte simplement de la matière que nous allons utiliser soit en termes de matière première, soit en termes d'énergie, soit en termes de produits semi-finis et que nous allons utiliser pour produire un autre bien. Et donc là, on parle de la valeur ajoutée. Donc la valeur ajoutée, qu'est-ce que c'est? C'est l'écart entre la valeur de ce qu'on a produit et de ce qu'on a utilisé pour produire ça. Est-ce que c'est clair? Oui. Benji, c'est bon? Oui, 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 c'est bon, merci. Bien. Donc, et puis on va voir maintenant la notion du PIB. Le PIB, ça veut dire quoi? Ça veut dire produit intérieur brut. Donc, produit intérieur brut, pourquoi? Parce que c'est un produit qui a été produit à l'intérieur du pays. Le I, c'est pour dire à l'intérieur du pays. Qui est égal à quoi? Qui est égal à la somme des valeurs ajoutées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux, et là je vais faire abstraction parce que par la suite je vais faire quelques nuances à ce niveau-là. Donc lorsque je vais parler du PIB, réellement, si j'ai deux entreprises, je vais calculer la valeur ajoutée de la première entreprise en prenant son chiffre d'affaires et je vais retrancher sa consommation intermédiaire. Je vais faire la même chose avec la deuxième et je ferai la somme. Et donc, d'où le PIB, qu'est-ce que c'est? C'est la somme des valeurs ajoutées. OK? Mais pourquoi j'ai des mais? Parce que réellement, il y a deux types de PIB. Il y a ce qu'on appelle le PIB marchand et le PIB non marchand.
Le PIB marchand, c'est la valeur ajoutée des entreprises privées, c'est-à-dire la valeur, bien les entreprises qui vont vendre leurs produits sur le marché. Par contre, l'administration, elle va réaliser aussi un PIB qui sera qualifié par non marchand. Donc, c'est une valeur ajoutée administrative publique qui est estimée par rapport au salaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, normalement, dans une économie, on va trouver deux types de PIB. Un PIB marchand, qui est égal à la somme des valeurs ajoutées des entreprises, ce que produisent les entreprises, moins ce qu'ils consomment comme consommation intermédiaire. Un autre type de PIB, ça s'appelle le PIB non marchand, c'est le PIB de l'administration publique, qui est égal à la somme des salaires versés par l'administration. Donc là, c'est une hypothèse, on va le faire, c'est que l'administration publique, sa valeur ajoutée, c'est le salaire qu'elle va verser à ses fonctionnaires. Maintenant, le PIB à l'échelle nationale est égal à quoi? Est égal PIB marchand, ce que produisent les entreprises, plus le PIB non marchand, c'est-à-dire ce que produisent l'administration publique. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Monsieur, Oui, Benti. ما ما فهمتيش الحقيقة هذيا معناها من الأول قلنا اللي البي بي سي لا سوم دي فالور اجوتي Oui. بعد قلنا اللي البي بي معناتها فيه دو تيب مارشان و نون مارشان المارشان هي الفالور اجوتي نتاع لي زونتربريز بريفي معناها لا سوم دي فالور اجوتي دي زونتربريز بريفي بعد قلنا البي بي نون مارشان هي الفالور اجوتي نتاع لي ادمينستراسيون بوبليك وقلنا اللي البي بي هو بي بي مارشان بلس بي بي نون مارشان. Oui. انا سؤالي ما فهمتش وقتاش نعملو لا سوم دي فالور اجوتي وقتاش نعملو معناتها البي بي مارشان بلس بي بي نون مارشان. OK, bien. Donc, ici, on a parlé de PIB marchand. Et on a parlé aussi de PIB non marchand. Donc, pour le PIB marchand, la formule générale du PIB, elle est égale à quoi? Le produit intérieur brut, c'est quoi? C'est la somme des valeurs ajoutées. C'est-à-dire, si je vais parler du PIB marchand, c'est-à-dire le PIB ou bien la valeur ajoutée créée par les entreprises, je vais appliquer cette formule-là et je vais me concentrer sur la valeur ajoutée créée par les entreprises privées, c'est-à-dire les entreprises qui vont réellement produire de la valeur, qui vont passer par un marché. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Oui. Bien. Maintenant, le PIB non marchand. Si je vais parler de PIB non marchand, tant qu'il y a le terme PIB, ça revient toujours à un calcul de la valeur ajoutée. Donc, je vais toujours calculer la valeur ajoutée. Donc, déjà, on parle de valeur ajoutée de l'administration publique. Le problème avec l'administration publique, il est impossible de quantifier ou bien de calculer cette valeur ajoutée. Et donc, pour cette raison, on va supposer par hypothèse que la valeur ajoutée de l'entreprise est égale au salaire de ses fonctionnaires. Le PIB non marchand de l'administration est égal à la somme des valeurs ajoutées, اللي هو زاد كيف égal au salaire de tous les fonctionnaires. معناتها موظفي الدولة الكل ناخذوهم نجمعوا les salaires بتاعهم, nous allons trouver le PIB non marchand. Une fois qu'on a le PIB marchand produit par les entreprises, plus le PIB non marchand produit par l'administration publique, si on fait la somme, on va calculer le PIB national à l'État de la Tunisie d'une manière générale. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Merci. Je vous en prie. Pour les autres, c'est la même chose, c'est bon? Oui ou Monsieur, non? Oui. monsieur حبيت نسأل propos de consommation intermédiaire pour les administrations publiques. شنو تنجم تكون يعني بكري عطيتنا اكزامبل pour les entreprises ولنا في l'administration publique شنو تنجم تكون؟
Au niveau de l'administration publique, ça pourrait être, مثلاً, je vais prendre le cas de l'université, qui est réellement, disons, ça fait partie de l'administration publique. C'est le papier, c'est aussi l'essence pour les voitures, c'est aussi l'amortissement des voitures, c'est aussi les stylos achetés, c'est aussi les consommables comme les stylos et tout ça. Donc tout ça représente ce qu'on appelle la consommation intermédiaire qui va être par la suite utilisée pour produire un produit fini. Mais le problème, c'est que par exemple au niveau d'une administration, elle n'a pas réellement l'administration d'une université, elle n'a pas réellement de valeur ajoutée. Mais on estime sa valeur ajoutée par le salaire versé à ses employés. C'est pas l'hypothèse réellement. Parce que il y a de la valeur ajoutée, mais la valeur ajoutée ne sera pas calculée à ce niveau-là. Lorsqu'on va parler des universités, il y a une contribution à l'échelle nationale, mais c'est une contribution qui va être estimée ou bien qui va être projetée après 5 ans, 6 ans, lorsque les étudiants sortent sur le marché du travail. Donc, réellement, si on va attendre, on ne va pas calculer à l'échelle nationale ou bien à l'échelle instantanée. Et donc, du coup, pour faire cette estimation-là, on passe par les salaires. OK? C'est bon? D'accord, merci. Oui, oui, merci. Tfadl. Tfadl. Mais maintenant, on va parler de la façon selon laquelle nous allons calculer la- le PIB et nous allons parler de ce qu'on appelle aussi la croissance économique. Donc, le PIB, réellement, nous pouvons le calculer de deux façons. On peut calculer ça comme étant, on va distinguer deux notions, hein. Donc, la première notion, c'est un PIB, ce qu'on appelle nominal, et de l'autre côté, on parle d'un PIB réel, ou bien on parle aussi de ce qu'on appelle un PIB à prix constant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un PIB nominal? Un PIB nominal ou bien un PIB courant, c'est un PIB calculé au prix de l'année en cours. C'est-à-dire, si je prends par exemple le PIB de la Tunisie de l'année 2025, réellement, il est égal à quoi? Il est égal à la valeur ajoutée créée en 2025 moins la consommation intermédiaire consommée en 2025. Réellement, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver des quantités qui sont multipliées par des prix de l'année 2025. معناتها, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chaque année, lorsque je vais calculer le PIB courant, je vais utiliser les prix de la même année. Par contre, lorsque je vais parler du PIB réel, je vais prendre ce qu'on appelle une année de base, ou bien une année de référence, durant laquelle je vais utiliser un prix fixe. Et je vais multiplier simplement ce prix-là par les quantités pour trouver la valeur du PIB. Et donc, du coup, je vais en quelque sorte parler si j'utilise par exemple PIB de l'année 2025, je vais trouver les quantités de l'année 2025 qui sont multipliées par les prix de l'année 2020. Et là, je parle d'un PIB à prix constant. Donc, la différence entre PIB nominal et PIB constant, c'est qu'au niveau du PIB nominal, il y a toujours une variation des prix et des quantités. Les deux varient. Par contre, au niveau du PIB réel, seules les quantités qui varient. Les prix, ou bien le prix, est supposé un seul prix d'une année de référence. B. La question qui se pose, pourquoi on fait cette distinction, selon vous? Pourquoi on fait cette distinction? Hmm? Oui, je vous écoute. Hmm? Pourquoi on distingue entre le PIB réel et le PIB nominal? Oui, Achille, vous voulez intervenir?
Non, c'était depuis tout à l'heure. Ah, Je ok. m'excuse. Pourquoi on distingue entre les deux? Est-ce que vous avez une idée? Hmm? Chérie, vous n'avez pas d'idée? Hmm? منعرفش ممكن باش نعرفوا الفرق بين مثلا منعرفش مثلا الصوم زاد ولا نقص C'est-à-dire, ال- ça veut dire quoi, somme Z de l'incos? Avoir une العام اللي فاتت visibilité sur مثلا l'inflation. بارابور اي فوالا هكاك Hmm? Avoir Ça une se marche visibilité gauche. sur l'inflation. Oui, oui. مهم. Je vais à l'inflation. Avoir une visibilité là-dessus et de voir. Avoir une visibilité par rapport à quoi? Oui, oui, je ne vous ai pas entendu. Pour qu'on peut savoir réellement le prix sans inflation, si on va calculer le prix réel. C'est-à-dire, qui peut m'expliquer encore? Parce en effet, quand on calcule, quand on a le PIB réel, Mhm. il exclut plutôt l'inflation des prix, parce qu'on calcule à partir d'un prix de base, d'une année de base plutôt. Mhm. Mhm. Donc, Bien. c'est comme une comparaison entre les deux, entre les prix d'aujourd'hui, l'effet d'inflation. OK. Regardez, si je prends le PIB à prix courant, donc qu'est-ce que ça veut dire? Si je calcule l'année 2025, je vais prendre les quantités de l'année 2025, je vais multiplier par les prix de l'année 2025. Et prenons l'année 2026. Je vais faire quantité de l'année 2026 multipliée par prix de l'année 2026, et ainsi de suite. Maintenant, si les gens vont me dire, par exemple, le PIB de l'année 2026 est supérieur au PIB de l'année 2025. C'est possible. Donc, maintenant, est-ce que je peux induire cet écart? Est-ce que je peux les induire à une augmentation de la quantité ou bien à une augmentation des prix? Si je vais utiliser le PIB courant, je ne peux pas réellement dire que j'ai une augmentation des quantités. Donc, pour dire que j'ai une augmentation des quantités, qu'est-ce que je dois faire? Je dois isoler l'effet prix. Et à ce moment-là, je vais parler de ce qu'on appelle le PIB à prix constant. Et donc, ce PIB à prix constant, il va me calculer le PIB de l'année 2025, qui sont des quantités de l'année 2025 multipliées par les prix de l'année 2025. Pour 2026, quantité 2026 multiplié par prix 2025. Et donc là, les prix sont devenus constants. S'il y a une augmentation, elle est certainement due à quoi? À une augmentation des quantités. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? C'est clair. Hein? يعني C'est نفكسي bon? البري باش Oui. نقارن بين الانتاج قبل وتوا كيكا Absolument. Donc, هوني مهم. إذا كان نحكي على le PIB, si je parle de PIB réel, les prix sont fixes, sont constants. Le PIB nominal, les prix sont courants, sont variables. Donc là, il y a variation des prix et là, les prix sont constants. Et donc, pour cette raison, le PIB courant, il est gonflé par l'inflation ou bien il n'est pas réellement, il ne reflète pas la croissance réelle. Bien. Donc, maintenant, il y a une relation entre les deux notions, c'est-à-dire PIB réel et PIB nominal.
On sait que PIB réel égale PIB nominal sur indice des prix. Et donc, je chauffe où l'indice des prix est égal à quoi? Si je vais calculer l'indice des prix, ça devient égal à PIB nominal divisé par PIB réel. Mais est-ce que l'indice des prix, هو بيدو l'inflation, le taux d'inflation? Hein? Peut-on dire que l'indice des prix, c'est le taux d'inflation? Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire, inflation? Je vais l'expliquer par la suite, mais quand même, on anticipe. Qu'est-ce que l'inflation selon vous? La variation des prix. La variation des prix. Bah, pas tout à fait correct. Accroissement des prix. Non plus. Non plus. Je me trompe. Donc, réellement, lorsqu'on parle de l'inflation, en fait, c'est une augmentation contenue et entretenue de l'indice général des prix, c'est-à-dire de cet indice-là. Donc, l'indice général des prix, qui, lorsqu'il va augmenter, il va me donner une inflation, ou bien il va me calculer l'inflation. Par contre, l'indice général des prix, ce n'est que le rapport entre le PIB nominal et le PIB réel. OK? Est-ce que c'est clair? Donc, du coup, je vais trouver ici le taux d'inflation. Donc, le taux d'inflation, donc, je vais parler réellement de l'inflation. Donc, l'inflation, qu'est-ce que c'est? C'est l'accroissement généralisé et durable du niveau général des prix. Donc, le niveau général des prix, donc, j'ai utilisé cette formulation-là, c'est l'indice des prix. Et donc là, je vais trouver donc l'indice des prix de la période T et l'indice des prix de la période T-1 sur l'indice des prix de la période T-1 fois 100. Donc, on est le taux d'inflation. Donc, l'indice des prix, c'est l'indice des prix de l'année de la période T ou bien de la période T, T-1 ou bien T plus 2. Et donc, du coup, je vais trouver réellement le taux d'inflation, comment on le calcule. L'indice des prix, par exemple, تاع عام 2025 نحي منه l'indice des prix تاع عام 2024 ونقسم على l'indice des prix تاع عام 2024 fois 100 وقت نلقى le taux d'inflation. Est-ce que c'est clair? Oui. معناتها نجموا نكونوا في اكزرسيس نجيو نعطيو البي بي كورون والبي بي كونستون، نعطيو دو تابلو فيه ليني الاولانيه بي بي كورون بي بي كونستون. باش تطلع تو دانفلاسيون اش تعمل؟ لازمك اول حاجه تقسم بي بي نومينال على البي بي ريال باش تطلع الانديس دي بري اللي هو هذا. ومن بعد ما تطلع الانديس دي بري vous allez faire l'écart entre les deux pour déterminer le taux d'inflation. OK? Donc, du coup, il y a plusieurs interprétations possibles. Il est quel effet négatif? Donc, baisse du pouvoir d'achat, c'est-à-dire, on dit, le taux d'inflation, le taux d'inflation baisse, donc ça ma baisse de pouvoir d'achat, ça ma pénalité, ça va pénaliser l'épargne et ça va avoir une perte de productivité. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'inflation. L'effet positif, ça allège les coûts de la dette et ça peut stimuler les investisseurs dans d'autres économies ou bien dans les économies en développement. نفسر أكثر. Mais إذا كان ثم عندي taux d'inflation ثم baisse de pouvoir d'achat. علاش baisse de pouvoir d'achat؟ خاطر réellement إذا كان نقارنوا l'exemple البارح اللي عطاوه الزملاء كما قالوا لي مسيو la baisse du pouvoir d'achat هو اللي نعيشوه احنا في الثورة توا الناس الكل تطالب في الزيادة في الشهري وريالمون الشهرية مش مكفية. علاش مش مكفية؟ خاطر si on augmente les salaires, les agents demandent de plus et donc on aura une augmentation des prix. معناتها تزيد في الشهرية من غير ما تحسن pouvoir d'achat, on n'a rien fait. Et donc du coup,
S'il y a une augmentation des prix, le pouvoir d'achat, il va diminuer. Donc, le pouvoir d'achat des consommateurs diminue. Ce qui va pénaliser aussi l'épargne. علاش؟ خاطر réellement le taux d'insane معناتها كي يخبي فلوس اليوم الفلوس تسوى 100 دينار par exemple نجم تشري بها قضية غدوة 100 دينار ما عادش نجم تشري بها حتى شيء. Et donc du coup ça pénalise l'épargne. C'est aussi une perte de productivité parce que réellement le capital sera déprécié. Par contre, l'inflation a des effets positifs. Bon, il y a des effets كبار برشا, mais ça donne des effets. Ça allège le coût de la dette. شو معناها ça allège le coût de la dette? اللي عنده اللي يسالوا إنسان معناتها qui ne facture pas réellement le taux d'inflation ولا qui ne facture pas l'augmentation ou la dépréciation de la valeur de la monnaie. ما تسلف اليوم 100 دينار من عند صاحبك باش ترجعها له بعد عامين ال 100 دينار نتاع السنة القيمة نتاعها أكثر من بعد عامين. Et donc du coup ça allège le coût de la dette. Ok? Mais ça stimule aussi l'investissement dans l'économie en développement réellement parce que les prix ou bien parce que les biens deviennent de moins en moins, de plus en plus chers. Donc les agents vont investir dans un pays, la valeur des biens devient de plus en plus chère. Ok? Donc il y a donc les problèmes qui sont dus à l'inflation. Donc l'inflation, c'est une augmentation générale et durable des prix. Quand nous allons la calculer en faisant la différence entre les indices des prix. Mais, c'est clair, بالنسبة à l'inflation? Est-ce que vous avez des questions par rapport Oui, c'est clair. à la notion de l'inflation? Oui ou non? C'est bon? C'est bon. Oui, Bien. monsieur, c'est bon. Donc, je vais parler maintenant du deuxième problème, le chômage. Donc, le chômage, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est déjà, le chômage, c'est une situation. C'est une situation des personnes qui sont en chômage. Et donc, qui sont en chômage? Sont ceux qui sont dans l'âge de travailler, qui cherchent du travail, mais qui ne trouvent pas du travail. شو يعني الكلام هذا؟ يعني الناس اللي ما تفركسش الخدمة réellement ne seront pas considérés comme étant des chômeurs. الناس اللي هما ما همش في العمر نتاع الخدمة ne seront pas considérés comme étant des chômeurs. Les femmes au foyer qui ne veulent pas travailler ne sont pas considérées comme étant des chômeurs. Donc, la définition réellement, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, on va dire que la population active qui cherche activement un emploi, mais qui n'en trouve pas. Et donc, nous allons calculer le taux de chômage, qui est le nombre des chômeurs, divisé par la population active. Divisé par la population active, qui est composée par deux catégories, ou par deux sous-catégories, les chômeurs, plus la population occupée. شكون la population occupée؟ هما الناس اللي réellement qui travaillent. معناتها باش نحسب انا taux de chômage شنو نعمل؟ ناخذ le nombre de ceux qui ne travaillent pas, je le divise sur ceux qui travaillent et ceux qui sont en chômage, multiplié par 100. البارح avec l'autre groupe, on a constaté que le taux de chômage en Tunisie est actuellement de l'ordre de 15,7%. Qui est un taux, moi je le considère faible parce que réellement il ne tient pas compte de ceux qui ne cherchent pas du travail. Parce que si on intègre ceux qui ne cherchent pas de travail, réellement on va tendre vers 25% facilement. Mais le chômage fait plusieurs formes. Ça, c'est ce qu'on appelle le chômage frictionnel, ou qu'on l'appelle un chômage de transition. C'est un chômage qui concerne ceux qui vont changer de poste d'emploi. Un ouvrier qui travaille dans le textile, qui va changer de secteur, il peut rester momentanément au chômage jusqu'à ce qu'il trouve un autre poste de travail. Il y a ce qu'on appelle le chômage structurel.
le chômage structurel qui est dû à une inadéquation de compétences. Par exemple, actuellement, avec l'apparition de l'intelligence artificielle, ceux qui ne savent pas utiliser l'intelligence artificielle, peut-être qu'ils seront en situation de chômage et s'ils ne vont pas améliorer leurs compétences, ils seront toujours en chômage. Donc, le chômage structurel, c'est un chômage qui est dû à une inadéquation de compétences. Le marché du travail demande des compétences et les ouvriers n'ont pas ces compétences-là, ils vont être structurellement en chômage. Il y a un chômage volontaire. Donc, le chômage volontaire, qu'est-ce que c'est? C'est un chômage qui est dû au fait que les agents économiques ne veulent pas travailler à un salaire bien défini. مثلا توا تمشي الناس اللي يقعدوا في القهاوي تجي تقول له راهو اجا عندنا خدمه نهار ب 30 دينار يقول لك لا نقعد في القهوه خير نمشي نخدم ب 30 دينار. Et donc, du coup, c'est un salaire c'est un chômage qui est volontaire, qui est dû réellement au refus d'un niveau ou bien d'un salaire bien donné. Il y a par la suite ce qu'on appelle le chômage involontaire, qui ne dépend pas de l'agent économique, ou bien qui ne dépend pas de ceux qui cherchent du travail, parce que lui, réellement, celui qui cherche, il cherche réellement du travail, mais réellement, il n'y a pas de poste de travail. Donc là, il va rester toujours en situation de chômage qui ne compte pas ou bien qui ne dépend pas de lui. Donc là, on parle de chômage involontaire. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît, à ce niveau-là? Hein? Oui. Oui, monsieur, c'est clair. Oui. Maintenant, nous allons parler d'une autre notion qui est la notion de la balance ou bien l'équilibre extérieur ou bien ce qu'on appelle la balance commerciale. Donc, la balance commerciale, en fait, c'est une relation entre quoi et quoi? Entre l'exportation et l'importation. Donc, la balance commerciale, c'est la relation que nous allons avoir avec l'extérieur. La balance commerciale, elle est excédentaire si nos exportations sont supérieures à nos importations. C'est-à-dire la valeur de ce qu'on exporte est supérieure à la valeur de ce qu'on importe. De l'autre côté, elle est dite déficitaire lorsque la valeur de ce qu'on importe est supérieure à la valeur de ce qu'on exporte. Donc, il y a ce qu'on appelle la balance commerciale. Il y a un autre type de balance qu'on appelle la balance des paiements. Réellement, c'est la balance qui va enregistrer les échanges entre les résidents et les non-résidents en termes monétaires. Parce que la balance commerciale, elle tient compte simplement de l'aspect commercial, les ventes et les achats. Par contre, la balance des paiements, elle tient compte de la balance commerciale, plus ce que nous allons avoir comme étant d'aide ou bien d'assistance du reste du monde, de ce que nous allons recevoir des ressortissants tunisiens à l'extérieur, de ce que nous allons aussi payer comme étant d'aide. Donc tout ça entre au niveau de la balance des paiements. Bien. Donc là, je vais parler de la différence entre court terme et long terme, mais ça, vous le connaissez certainement au niveau de votre cours de microéconomie. Donc, à court terme, on parle d'une rigidité des prix des quantités. Donc, le capital est fixe. Par contre, à long terme, le capital est variable et tous les indicateurs sont flexibles. Et donc, on a en quelque sorte la possibilité de tout ajuster à long terme. Par contre, à court terme, il n'y a pas réellement d'ajustement. Au niveau de la macroéconomie, on fait souvent le raisonnement entre court terme et long terme avec la théorie keynésienne, parce que c'est une théorie qui tient compte du court terme, alors que là, on va voir même au niveau de notre premier chapitre, lorsque nous allons parler de la consommation keynésienne, qu'il y a des critiques disons, à la théorie keynésienne sur le fait qu'elle ne tient pas compte du long terme. Donc ça, on le verra, Inch'Allah, au niveau de notre premier chapitre. Derniers éléments de cette présentation, c'est le fait de situer historiquement parlant la théorie keynésienne par rapport à la théorie classique.
La théorie classique, c'est la théorie qui était appliquée avant de la crise 1929. Donc, la crise 1929 jette avec une dépréciation de la bourse. Et cette dépréciation de la bourse a affecté toute l'économie. Et donc, du coup, il y avait une récession de l'activité économique. En 1936, Keynes, qui est qualifié comme étant le père fondateur de l'économie moderne, a proposé une théorie, une nouvelle théorie. Cette théorie cherche à résoudre le sous-emploi ou bien cherche à augmenter l'offre d'emploi, plutôt non pas l'offre mais la demande d'emploi, pour dire que il y a un sous-emploi car il n'y a pas suffisamment de demande. Et donc, l'État doit intervenir. Donc, la solution proposée par Keynes, donc de faire intervenir l'État pour que l'État crée de l'emploi et que cet emploi-là va relancer l'activité économique. Et là, on parle de politique monétaire et politique budgétaire que nous allons, donc tout ça va être fait au niveau du chapitre 4. Ça va être expliqué tout en long et en large au niveau du chapitre 4. Donc, dernier point, c'est pour dire que au niveau de notre discipline économique, on distingue souvent l'analyse positive et l'analyse normative. Donc, l'analyse positive, c'est une analyse qui va faire description et une explication basée sur les faits. Par contre, l'analyse normative, c'est une analyse qui va faire des jugements, qui va essayer d'apporter non pas des solutions, mais réellement des recommandations. Donc ça, c'est la différence entre les deux visions. Pour conclure, en quelque sorte, on va dire que la macroéconomie, c'est simplifier, c'est le fait de simplifier la réalité économique complexe. Elle va utiliser des agrégats et elle va s'appuyer sur des modèles, principalement pour notre cours, le modèle keynésien et le modèle classique, qui vont proposer les deux des politiques que nous allons essayer de les utiliser pour résoudre le problème de chômage et le problème d'inflation. Donc voilà, j'ai terminé avec cette présentation.